That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Ok, ce matin tu es d'attaque? Oui, toujours. On parle de quoi dans l'actualité internationale? Nous allons nous intéresser à la médiation de la CEDEAO au Mali. Il faut savoir que depuis la semaine dernière, une délégation présidée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est à Bamako depuis mercredi dernier pour essayer de trouver une solution politique à la crise à la fois économique, sociale, sécuritaire et politique qui frappe le Mali. Cette crise-là s'est aggravée le 10 juillet dernier, j'en avais parlé ici, avec des manifestations dans la plupart des grandes villes au Mali et particulièrement à Bamako. Des manifestations qui ont fait, selon les membres du M5 RFP, une dizaine de morts. Selon l'État, selon le gouvernement malien, une dizaine de morts, mais selon le mouvement M5 RFP, une vingtaine de morts. Et donc, c'est pour se pencher sur cette situation-là que rapidement la CEDEAO était obligée de venir pour ne pas que l'on dise qu'elle l'a regardé totalement impuissante, le Mali en train de sombrer vers le chaos. Donc il faut absolument empêcher que ce pays-là qui est déjà en quasi faillite, ne sombre véritablement dans le chaos, au risque d'aggraver encore la situation dans la région. Il faut savoir que le Mali est frontalier avec la Libye. La Libye, c'est déjà le chaos là-bas. Alors si le chaos arrive aussi au Mali, ça ne ferait qu'aggraver la situation dans la sous-région. Mais on n'en est pas loin. Il ne faut pas oublier que tout part de la crise politique qui est née à l'issue des élections législatives d'avril dernier, où la Cour constitutionnelle avait invalidé une vingtaine de résultats électoraux en faveur du parti au pouvoir. Et donc, c'est cette décision de la Cour constitutionnelle qui avait mis le feu aux poudres et avait entraîné des manifestations massives à l'encontre du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il avait accusé d'être totalement corrompu et surtout à qui il reproche sa totale incapacité à faire face aux vrais problèmes qui touchent les Maliens. Problèmes économiques, d'abord parce que le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde et que malgré les 7 années d'Ibrahim Boubacar qui était à la tête du pays, il n'y a pas eu un véritable décollage sur le plan économique. Sur le plan sanitaire, il faut savoir que la mise en œuvre des politiques de confinement et autres ont privé des milliers de Maliens, notamment pour la plupart qui sont dans le secteur informel, de leur principale source de revenus. Et donc, ils ont sombré dans la pauvreté, la précarité. Et ça a aggravé leur situation sociale. La situation sécuritaire, il ne faut pas oublier que le Mali fait face à des violences intercommunautaires au centre et au nord du pays, au centre entre les Peuls et les Dogons, ou les Peuls et les Bambara, ou bien les Touaregs et les Aoussa. Donc, toute cette situation sécuritaire là qui est aussi aggravée au nord avec la menace djihadiste à laquelle doit faire face notamment la mission Barkhane. Et donc, quand on regarde tout ça, eux, les Maliens estiment que en 7 ans, sur le plan économique, social et sécuritaire, Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été capable de trouver des réponses. Tout au plus, il s'est caractérisé par une espèce d'enrichissement illicite et surtout une corruption qui est devenue véritablement endémique, notamment pour preuve le problème de l'achat de l'avion présidentiel dont le montant n'est toujours pas connu jusqu'à aujourd'hui, mais dont on sait qu'il est véritablement un gouffre financier pour le trésor public malien. Et donc tout ça a fait que avec cet événement lié en avril dernier au contentieux électoral des dernières élections législatives, il y a eu comme un mouvement spontané à la fois de leaders religieux, des leaders de la société civile et de certains acteurs politiques pour lancer, j'en avais parlé ici le 5 juin dernier, un mouvement qui porte le nom du M5, le mouvement du 5 juin, et c'est ce mouvement-là qui tient la rue actuellement depuis plusieurs semaines et qui demande la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'ils estiment que les réponses que Ibrahim Boubacar Keïta, appelé affectueusement Ibeka, a proposées justement au peuple malien ne correspondent pas véritablement aux attentes. Ou bien ces réponses ne satisfont absolument pas les leaders du M5 parce qu'ils estiment que Ibrahim Boubacar Keïta, soit il fait semblant de ne pas comprendre les problèmes des Maliens, soit il veut jouer à un jeu de passe-passe en réduisant cette volonté du peuple malien, enfin ce problème-là, à un
pur problème de contentieux électoral. Parce qu'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous la Cour constitutionnelle. On sait que le ministre en charge de l'administration du territoire, donc celui qui était chargé d'administrer et de gérer ces élections-là, a démissionné. Mais pour cela, et donc il a donc décidé non seulement de mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle, de nommer en concertation avec le M5 un nouveau ministre de l'administration du territoire, et surtout, il a tendu la main au mouvement M5 pour participer à la formation d'un gouvernement de large envergure, un gouvernement d'union nationale, et à la tête duquel lui-même il resterait bien entendu au-dessus en tant que président malien. Ce à quoi le M5 refuse. Le M5 est aussi soutenu dans cette perspective-là par l'opposition traditionnelle qui reproche également à Ibeka son incapacité à assurer la sécurité des Maliens. Il ne faut pas l'oublier, depuis un mois aujourd'hui, une des personnalités les plus importantes, le chef de l'opposition malienne, Moussa Maïga, lui, il est incarcéré, il a été kidnappé par des inconnus et jusqu'à présent, on ne sait absolument pas où il se trouve. Aucune piste jusqu'à présent n'a vu le jour. Donc les autorités, la police, le renseignement malien sont incapables de retrouver une aussi importante personnalité politique qui a disparu, qui s'est évaporée dans la nature. Et donc tout ça vient encore alourdir un peu l'atmosphère politique malienne. Et c'est dans cet univers, dans cette atmosphère particulièrement tendue que la CEDEAO est arrivée la semaine dernière. Mais malheureusement, pour les membres du M5 RFP, la CEDEAO s'est dans un premier temps alignée aux propositions faites par le président Ibeka, puisqu'elle les a reprises en demandant au mouvement de participer au gouvernement d'union nationale et de discuter sur la mise en œuvre d'une nouvelle cour constitutionnelle et sur également le traitement de l'ensemble du contentieux électoral lié justement à l'élection législative d'avril dernier. Ce à quoi l'opposition répond que ce n'est pas ça la réponse qu'ils attendaient de la part de la CEDEAO, puisque pour eux, la CEDEAO s'est arrimée justement à la position d'Ibrahim Boubacar Keïta et donc elle veut absolument non pas privilégier les intérêts du peuple malien, mais plutôt privilégier Ibrahim Boubacar Keïta en mettant tout en œuvre pour empêcher que celui-ci ne puisse être démissionné de la tête du Mali. Et donc c'est malheureusement dans cette situation-là que les deux camps se sont séparés hier. Le M5 et l'opposition traditionnelle d'un côté refusant toute forme de négociation en dehors de laquelle il n'y aurait pas la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, et la CEDEAO estime qu'une démission d'Ibrahim Boubacar Keïta serait en quelque sorte la ligne rouge à ne pas franchir, et donc pour eux cette position-là reste non négociable. Mais néanmoins, Goodluck Jonathan, le chef de mission de la CEDEAO, a d'ores et déjà fait savoir que cette mission-là serait prolongée. Elle devrait normalement s'achever hier en fin de soirée, mais étant donné que ils ne sont parvenus à aucun accord, ils sont bien obligés de rester sur place, parce qu'il faut bien comprendre que la situation au Mali, elle est catastrophique. En dépit de la présence de plus de 10 000 casques bleus, il faut savoir qu'il y a la MINUSMA, notamment qui était là pour essayer de sécuriser la zone du centre et du nord du Mali, qui sont des zones qui avaient été totalement désertées par le gouvernement malien depuis 2012. Et il y a aussi la force Barkhane au nord du Mali, à peu près 6 000 soldats français et occidentaux. Et donc, malgré cette présence-là, le Mali sombre un peu plus dans le chaos, sombre un peu plus dans la violence, j'en ai parlé, violence intercommunautaire, violence djihadiste, sombre dans la crise économique, les appareils et les institutions, l'autorité de l'État est quasi inexistante dans les régions comme des régions de Ménaka, qui a pour capitale Mopti, et donc jusqu'à la frontière même avec le Niger, il n'y a plus quasiment de représentants de l'État sur place, et donc c'est ce qui fait que les populations sont livrées à elles-mêmes, et donc ça donne et ça a entraîné la création de groupes d'autodéfense, et ce sont ces groupes d'autodéfense-là qui se font maintenant la guerre sur le territoire. Donc tout ça est extrêmement inquiétant et dangereux. C'est carrément une mascarade au Mali.
C'est le résultat, déjà, il faut le savoir, c'est le résultat d'une absence d'investissement déjà au nord du Mali. Il ne faut pas l'oublier, c'est ceux qui avaient expliqué que lorsque le régime de Muammar Kadhafi avait été dégommé, notamment par les Occidentaux, les groupes djihadistes qui s'étaient formés en Libye se sont rapidement déployés sur le Mali, et les armes, des milliers d'armes qu'il y avait dans l'arsenal libyen se sont rapidement retrouvées entre les mains des djihadistes. Et comme l'État avait été totalement absent de ces régions-là, notamment au nord, les djihadistes maintenant, ils ont réussi à convertir des milliers de Maliens qui étaient totalement abandonnés à eux-mêmes. Eux sont rentrés dans ces mouvements, et c'est ce qui avait amené justement c'est ce qui avait failli entraîner, si tu veux, d'abord la chute de l'État malien en 2012. Ce n'est que grâce à l'arrivée de la France sur place que l'État malien avait été sauvé, in extremis. Mais depuis lors, l'État a du mal à reconquérir ces territoires-là, malgré les résultats positifs sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, qu'ils ont obtenus, mais sur le plan sécuritaire, il n'y a absolument rien, parce qu'il n'y a pas eu un redéploiement des forces de l'ordre, des représentants de l'autorité de l'État sur ces territoires-là, et donc, malheureusement, c'est le chaos un peu qui s'installe. Et c'est donc dans cette atmosphère-là, de chaos sécuritaire, de chaos sanitaire, de chaos économique, de chaos social, que, évidemment, Ibrahim Boubacar Keïta doit aussi faire face à un chaos politique, puisqu'il se retrouve seul dans son coin face d'un côté la rue, et de l'autre côté on a l'opposition politique traditionnelle. Donc comment est-ce qu'on va parvenir à un résultat? Ça, évidemment, je ne saurais vous le dire, puisque nous sommes tous, en tant qu'observateurs, particulièrement vigilants sur ce qui se passe là-bas, parce qu'il faut bien comprendre que si la situation continue à se dégrader au Mali, il y a de très fortes chances que ça puisse basculer dans d'autres pays. La Mauritanie, le Niger, je pense que le Niger serait beaucoup plus impacté que la Mauritanie ou par exemple l'Algérie ou le Burkina Faso, parce que le Niger aussi, c'est un pays dans cette région-là, notamment à la frontière avec le Mali, où il y a exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire une absence de la présence de l'État et un affaiblissement véritablement de son autorité dans cette zone-là, avec les risques que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. Donc, pour la CEDEAO, il s'agit absolument de trouver une solution, mais pour le moment, c'est mal parti, étant donné que les premières propositions qui ont été faites par Goodluck Jonathan ont été toutes rejetées, aussi bien par le M5 que par l'opposition politique malienne. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Fresh Mornings pour l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve dans quelques minutes. Fresh Morning.